Bonjour à tous et toutes. Je ne m'attendais pas à vous voir aussi nombreux et nombreuses avec moi aujourd'hui. J'en suis ravie. Pendant ces 30 prochaines minutes, on va embarquer ensemble dans notre voyage qu'on a fait chez Pitchy, on va dire en terre d'observabilité. Et retracer un peu notre expérience avec OpenTelemetry et tout ce qui est tracing distribué. Alors, je m'appelle Sonia et je suis chez Pitchy depuis environ 3 ans. Aujourd'hui, je suis responsable de tout ce qui est infra, ops, mais il y a quelques mois encore, j'étais plus côté développeuse back-end. Et c'est la casquette que je vais remettre aujourd'hui pour cette présentation, pour vous parler d'OpenTelemetry, mais plus côté développeur. Désolée, j'ai un peu la voix qui tremble, mais ça va se stabiliser. Alors, pour commencer, je vais vous présenter un petit peu concrètement qu'est-ce qu'on fait et d'où on part. Alors, Pitchy, qu'est-ce que c'est ? C'est un éditeur de vidéo, une solution d'édition vidéo en ligne, en fait, qui est un peu comme un PowerPoint de la vidéo. L'idée, c'est pour des personnes comme moi qui souhaiteraient créer du contenu vidéo de qualité, mais qui n'ont pas forcément une spécialisation en montage vidéo, en design. Grâce à Pitchy, on a juste à s'occuper du contenu, en fait, et vous pouvez nous laisser toute la partie mise en forme. Et donc tout ça pour introduire le point de départ de notre histoire, une petite anecdote, une petite fable qui n'est pas si fictive que ça, et qui commence fin 2021, et comme tout conte un peu cauchemardesque de dev, ça commence par une mise en prod. Et donc on en est là, fin 2021, mise en production de code purement esthétique, donc a priori pas de danger, on est confiant, on y va, on déploie, et là, c'est le drame. Il n'y a plus rien qui répond, l'application ne marche plus, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, visiblement c'est pas le CSS qui a fait ça. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, en menant l'enquête, on s'est rendu compte que c'était dû à un autre problème qu'on avait eu une semaine avant, qui était qu'un de nos serveurs de prod avait eu une saturation de son espace disque. Et ça a eu 2 conséquences. Et la première, c'était une interruption de service aussi à l'époque, qu'on a vu et qu'on a rétabli. Et un autre truc qui s'est passé et qu'on n'avait pas vu à l'époque, c'est qu'on a un processus sur notre serveur qui a crashé. Et on ne l'a pas vu parce qu'il n'est pas essentiel au fonctionnement de l'application, mais par contre, il est essentiel à son déploiement. Donc c'est pour ça qu'à la prochaine MEP, on s'est fait un peu avoir. Et donc la morale de cette histoire, en fait, ça a été, dans l'équipe IT, notre première leçon, et qui a été de faire la différence en fait, entre le monitoring qu'on faisait jusqu'à présent et ce qu'on appelle l'observabilité. Alors, j'ai gardé l'anglicisme monitoring parce que je n'ai pas trouvé un équivalent français qui soit utilisé couramment, mais les anglo-saxons font bien la différence et parlent observability et de monitoring. Donc il y a vraiment une diff entre les deux. Et pour y voir plus clair, on va reprendre un peu tous les éléments de notre histoire et on va les classer dans une matrice un peu spéciale. Donc en fait, on va les classer dans 4 catégories, suivant 2 critères. Le premier, c'est notre compréhension du sujet. Donc, sur la partie supérieure, on a tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on comprend bien, qu'on maîtrise. C'est ce qu'en anglais, on va appeler les knowns. Et à l'inverse, tout ce qui sera en bas, ce sera les unknowns. C'est tout ce qu'on maîtrise un peu moins. Et dans ces 2 catégories, on va pouvoir les classer aussi en 2 sous-groupes en fonction des données qui sont à notre disposition pour les mesurer. Donc, on va commencer par le truc qu'on connaît le mieux. C'est les choses qu'on comprend et qu'on peut très facilement mesurer. Et ça, c'est ce qu'on appelle les known knowns. Donc, par exemple, le fait que notre serveur a un espace de 200 gigas. Après, il y a ce qu'on appelle les unknown knowns, c'est tout ce qu'on sait, mais qui n'est pas forcément facilement mesurable. Par exemple, le fait qu'on utilise un processus un peu spécial pour redémarrer notre application après un déploiement. On le sait, mais c'est un peu moins tangible que 200 gigas. Et en dessous, on va avoir donc la partie unknowns. Donc, on a les known unknowns, c'est les aléas qu'on avait anticipés et qui sont par exemple une saturation le fait que la saturation de l'espace disque nous rende l'application indisponible.
Ça, on s'en était rendu compte du coup il y a une semaine, et on avait mis en place des alertes pour se dire ok, à la prochaine, dès qu'on est proche de la saturation, hop, on envoie une alerte. Donc ça, c'était un peu notre façon de créer toute la partie monitoring, un peu en réactif et sur les choses où on sait qu'on a des risques que ça casse finalement. Mais cette stratégie, elle nous protège pas de la dernière catégorie, qui sont les unknown unknowns, et qui sont en fait tous les aléas qu'on n'avait pas anticipés. Donc, par exemple, voilà, le fait que la saturation de l'espace disque, ça avait aussi tué notre processus de redémarrage. Et donc, en fait, nous, notre stratégie monitoring, à l'époque, c'était de dire j'instrumente tout mon système à l'instant T pour pouvoir, à l'instant T plus 1, répondre à des questions que je me posais déjà. Là où l'observabilité va un cran plus loin, c'est cette idée d'instrumenter au maximum notre système, récolter le maximum d'informations pour pouvoir, à l'instant T plus 1, répondre à des questions que je ne me posais pas encore. Mais ça, c'est fastidieux à faire manuellement. On a plein de... Voilà, il y a plein de choses à couvrir, et il y a aussi le fait qu'on aimerait bien aussi couvrir les choses auxquelles on n'a pas pensé. Et ça, c'est un peu compliqué. Et après, il faut le maintenir et tout ça, donc un peu fastidieux, surtout sur des petites équipes qui n'ont pas forcément le temps. Et donc c'est là qu'intervient chez nous le standard OpenTelemetry. Donc OpenTelemetry, c'est un projet qui est soutenu par la CNCF. Et c'est un standard qui permet de faciliter l'export de traces, de métriques et de logs dans des systèmes hébergés dans le cloud, et des systèmes qui sont de plus en plus distribués en fait. Un des grands avantages d'OpenTelemetry, c'est que c'est un standard qui se veut vendor agnostic. Autrement dit, toute la collecte de données se fait une fois et se fait de la même manière pour tout le monde. Et le seul moment où ça va varier, en fait, c'est au niveau de la définition de ce qu'on appelle l'exporteur. Autrement dit, où est-ce qu'on envoie les données? On récolte les données de la même manière, peu importe l'endroit où on les envoie. Et donc, on peut changer facilement de fournisseur de visualisation, de tracing, sans avoir à tout refaire dans l'implémentation. Donc OpenTelemetry met à disposition plusieurs SDK pour différents langages de programmation, et ils ont tous un peu des niveaux de maturité différents. Nous, dans le cadre de Strex, on va se concentrer principalement sur JavaScript et sur le tracing, parce qu'à l'époque, on a mis tout ça en place. La partie tracing était la seule qui était considérée comme stable. Tout le reste était encore un peu soit en développement, soit en alpha. Et donc, je vais introduire pas mal de jargon liés au tracing, liés à OpenTelemetry par la suite. Et pour introduire tout ça et qu'on parte tous sur les mêmes bases, on va retracer ça avec un exemple de flow qu'on souhaiterait tracer. Par exemple, le paiement d'une commande. Donc là, j'ai fait un flow un peu simplifié qui n'est pas forcément représentatif de la réalité, c'est un peu plus pour illustrer le principe. Donc mettons, moi je suis sur mon site d'e-commerce et j'ai fait ma commande et puis j'ai envie de cliquer sur payer pour payer ma commande. Le fait de cliquer côté front-end, ça va déclencher l'appel à plusieurs services. Par exemple, un service de commande qui va me dire quels sont les objets qui sont dans mon panier, combien ça coûte en tout. Et peut-être un service de paiement aussi qui va dire je te redirige vers une interface de paiement, peut-être un service externe de paiement, et une fois que c'est fini, je valide et je t'imprime la facture, par exemple. Tout ce flow-là, ça pourrait être représenté de cette manière. Donc, ce gros truc là qui a l'air un peu indigeste, donc c'est ce qu'on appelle une trace, et c'est une façon de représenter un enchaînement d'opérations. Et cette trace, elle est composée en fait d'un ensemble de spans. Et les spans, ça va être ces petites barres individuelles. Et chaque span en fait sert à décrire une opération. Donc ça peut être un gros truc ou un truc un peu plus petit, genre juste une requête SQL. Ça c'est nous qui choisissons en fait la granularité de notre tracing. Et donc un span, ça représente une opération avec plusieurs propriétés. Donc la première, c'est la durée d'exécution. Donc plus le span va être long, plus ça a mis du temps. On va avoir après le nom du service qui a créé le span, front-end, ou le nom de votre service côté back, peu importe. Le nom du span, qui est aussi le nom de l'opération en fait, qui est tracée. À ce span, on va pouvoir ajouter des attributs
ce qu'on appelle les attributs, donc ça va être plein d'informations supplémentaires pour décrire l'opération, la version du navigateur, l'ID de la commande, des choses comme ça, en fait tout ce qu'on veut, et qui va nous servir à décrire le mieux possible notre opération. Et enfin, ce qui va décrire un span, c'est aussi son contexte. Et le contexte, en fait, c'est un objet qui nous permet de dire, voilà, en tant que span, à quelle trace j'appartiens, donc via l'ID de la trace, et qui nous permet de savoir aussi, est-ce que j'ai un span parent, et si oui, quel est son ID. C'est ce qui va nous permettre après d'avoir cette visualisation un peu en escalier. Donc là, le premier span qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le span racine, et il va être créé au moment du clic côté front-end. Alors, sa durée ne représente pas la durée du clic, mais va représenter toute l'opération de checkout. Donc vient le temps de tracer ce qui se passe dans les services, et à ce moment-là, en même temps qu'on va aller appeler les services, on va faire ce qu'on appelle la propagation de contexte. C'est-à-dire que, par exemple, on va aller appeler le service de commande et on va lui dire « Ok, j'ai besoin des informations que tu fais habituellement, mais en plus, je te passe les informations de contexte pour que tous les spans qui seront créés sachent à quelle trace ils appartiennent et sachent qu'ils ont un parent qui est le span un peu plus haut qui avait été créé auparavant. » Et donc le contexte peut se transmettre d'un service à un autre, mais il peut aussi se transmettre à l'intérieur d'un service pour avoir un niveau d'imbrication supplémentaire. En fait, là, le premier span vert pouvait décrire toute l'opération dans le service de commande, mais cette opération, elle consiste en quoi ? Peut-être en une requête SQL et en de la bidouille qu'on fait en plus dans ce service. Et la même chose pour le deuxième service. Et donc pour en arriver là, OpenTelemetry propose d'y aller étape par étape. Et la première étape qui est suggérée, c'est celle de l'auto-instrumentation. Donc quand on va sur la documentation OpenTelemetry, voilà, on va sur la page Getting Started et c'est super. Et tout ce qu'on voit, c'est super rapide. On crée un fichier tracing.ts, on met ça, et c'est bon, à peu de choses près. Il montre aussi comment initialiser un projet Node, mais bon, ça, on va partir du principe qu'on l'a déjà. Donc il n'y a pas grand-chose, hein, c'est vraiment quelques lignes. Et en fait, ce qui va vraiment nous intéresser dans ce fichier, c'est ces deux lignes-là. C'est la configuration de notre SDK Node, OpenTelemetry. Et c'est là qu'on va définir l'exporteur. Donc là, ici, on a mis console span exporter pour l'exemple. Ça veut dire, en fait, on envoie les spans dans la console, mais on pourrait les envoyer vers, je sais pas, votre backend, Datadog, peu importe. C'est ici que ça se définit. Et ensuite, on a une config qui s'appelle instrumentation et qui fait juste un appel de fonction, voilà, get node auto instrumentations. On ne sait pas trop ce que ça fait. Mais ça va brancher les auto-instrumentations. Donc les auto-instrumentations, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une implémentation de tracing qui a déjà été faite pour nous et qu'on a juste à importer. Et ça va concerner quoi ? Ça va concerner principalement les modules internes de Node, donc tout ce qui va être, par exemple, file system, toute la partie HTTP, tout ça, c'est déjà couvert. Mais ça peut aussi concerner des packages qui sont fréquemment utilisés côté dev. Par exemple, tout ce qui est lié à AWS, tout ce qui va être lié à Express pour le routage et des choses comme ça. Tout ce qui va être lié à nos services de base de données. Et donc en fait, juste avec ce fichier, on peut se retrouver déjà avec des traces complètes et plein d'informations. C'est super, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, mais en contrepartie, ça a un autre prix, c'est qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur la configuration. C'est vraiment la config, on nous expose un certain nombre de paramètres et parfois on a envie d'aller plus loin et on ne peut pas forcément. Un autre problème, c'est qu'on ne maîtrise pas toujours le coût que ça peut avoir, parce que comme ce n'est pas nous qui maîtrisons le nombre de spans qu'on envoie, on peut se retrouver à envoyer plein d'infos qui ne nous servent pas forcément, et on se retrouve à devoir faire des compromis. Et on peut se retrouver aussi du coup avec des traces où on a des spans un peu éparpillés et entre deux du vide où on ne sait pas trop ce qui se passe. Et nous, ça a été notre cas. On avait une bonne partie du code qui n'était pas instrumenté et on a eu besoin de passer à de l'instrumentation manuelle. Et donc là, pareil, on continue de regarder la doc, super. Et on trouve des exemples qui ont l'air très simples. Donc on voit, la documentation nous explique, voilà, on récupère un objet tracer et puis sur ce tracer, on peut démarrer un span avec cette méthode un peu spéciale, Start Active Span. Elle est géniale parce que elle gère toute seule la gestion du contexte. Ça veut dire que si je me retrouve à
imbriquer mes appels de Start Active Span, ça va gérer tout seul l'imbrication des spans telle qu'on la voyait. Donc ça, c'est super génial, on est hyper contents. Moi seulement, en tant que dev JavaScript, je vois ça. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une callback et je pensais qu'on en avait fini avec ces trucs-là. Moi, j'aimais bien mon async await et du coup, je me suis dit, mais enfin, on voit ces exemples et on se dit, première question, est-ce que je vais avoir un moyen en fait de ne pas retomber dans un callback hell et de faire un truc qui soit à peu près lisible? Comment je vais gérer mes attributs de span? En fait, on se rend compte qu'on a une méthode qui s'appelle setAttribute, mais est-ce que je vais devoir les gérer manuellement? Est-ce que j'ai un moyen un peu d'automatiser ça? Comment je vais pouvoir généraliser mon tracing? Parce que j'ai pas... moi, j'ai une codebase qui est conséquente, qui a des parties un peu plus legacy que d'autres. Est-ce que je vais avoir une façon un peu en porte-pièce qui fonctionne pour tout le monde? On ne sait pas trop. Et surtout, est-ce que je vais devoir convertir tout le monde à OpenTelemetry ou est-ce que je peux juste en faire... en gros, est-ce que je suis la seule à souffrir ou est-ce que je dois faire souffrir tout le monde avec moi? J'aimerais bien être la seule à avoir souffert quand même. En fait, moi, dans un monde idéal, j'aimerais bien me dire, j'ai des classes. J'ai des classes Enfin, j'ai une représentation sous forme de classe en JavaScript avec des méthodes de classe. Et j'aimerais bien que les futurs développeurs et développeuses qui utilisent, qui rajoutent des features dans la codebase aient juste à rajouter un petit décorateur au-dessus qui leur dit, voilà, tu as juste à rajouter ça et en fait, automatiquement, ça va venir instrumenter toutes tes méthodes de classe. À chaque fois qu'elle sera appelée, ça va créer un span. Et peut-être, par exemple, tous les attributs, ce sera tous les arguments et la valeur de retour de la fonction si elle existe. Hop, tout ça, ça part en attribut de span. Ce serait top. Est-ce qu'on peut faire ça, nous, aujourd'hui, en JS? Oui et non. On peut, si on passe par TypeScript, on passe par des décorateurs. Donc, TypeScript fournit des décorateurs de classe. Mais c'est pas encore assez. Parce que moi, j'aimerais bien aussi pouvoir avoir un niveau d'action au niveau d'une méthode. Parce que, mettons, je vais instrumenter toutes mes méthodes de classe, mais parfois, j'ai pas envie d'envoyer les attributs. Si c'est des attributs sensibles, je sais pas, des usernames, des passwords, j'aimerais bien que, ponctuellement, je puisse dire, en fait, j'aimerais bien tracer la fonction, j'aimerais juste pas envoyer trop d'informations compromettantes. Donc ça, c'est possible aussi, parce que TypeScript met en place des décorateurs de méthodes de classe également. Et on aimerait bien pousser le truc encore plus loin. Parce que moi, j'ai du code qui date d'avant ES6, donc j'ai du code qui n'a pas cette syntaxe de classe, en fait. Et j'aimerais bien pouvoir aussi l'instrumenter facilement. Surtout que le code legacy, ce serait encore plus cool de pouvoir avoir de la visibilité dessus. Et ça, malheureusement, on ne pourra pas. C'est pas prêt d'arriver. Enfin, il y a beaucoup de débats dans la communauté JavaScript, mais c'est un peu entre on ne peut pas faire ça à cause de certaines spécificités du langage, et d'autres qui disent mais oui, mais si on virait ces spécificités qui nous embêtent plus qu'autre chose, on pourrait. Donc voilà, la question c'est un peu est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire. Les débats sont encore très animés, donc il vaut mieux pas compter dessus, quoi. Du coup, nos décorateurs TypeScript, pour résumer, on a besoin de passer par des classes impérativement. Et on a un autre problème, entre guillemets, un problème. C'est que ça s'exécute, il s'exécute lors de la déclaration de la classe. Moi, le problème, c'est qu'il y a des infos que j'aurai qu'au moment où je vais créer mon instance de classe. Et j'aimerais bien pouvoir récupérer certaines de ces infos. Par exemple, on utilise parfois, on va lancer des processus. Et en fait, il y a des infos que je vais récupérer en milieu d'exécution qui sont hyper importantes pour moi et que j'adorerais récupérer, mais avec ça, je ne vais pas pouvoir le faire. Du coup, on a été obligé de déroger un peu à notre solution en porte-pièce, on va dire, et de faire une petite exception et de passer par les événements envoyés par Node. Donc on a, par exemple, pour les processus qui sont lancés avec Child Process, la classe Child Process, elle est capable d'envoyer des événements. Et du coup, nous, une fois qu'on a créé notre span, on a la possibilité de s'abonner en fait à ces événements, de dire ok, moi je sais que c'est au démarrage du processus que je vais être capable de récupérer certaines infos. Voilà, à partir du moment où l'événement start est envoyé, ok, je sais que je peux créer mes attributs de span avec les infos dont j'avais besoin. Donc là, on a couvert comment instrumenter
on va dire, la code base d'un composant, d'un service. Et vient une partie qui a été un peu difficile pour nous aussi, qui était la partie tracing distribué. Donc le tracing distribué, j'en ai parlé beaucoup avec nos histoires de propagation de contexte, mais je n'ai pas forcément insisté sur à quel point c'était important. En fait, quand on est côté navigateur et qu'on se prend une erreur, un crash, peu importe, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais derrière, on a une multitude de services un peu éclatés à droite à gauche. Et quand on a une erreur côté navigateur qui est remontée, on ne sait pas d'où elle vient. Est-ce que ça vient d'un problème de communication entre deux services? Est-ce que la base de données était indisponible au moment où on a fait la demande? Est-ce que c'est au niveau des fermes de rendu vidéo, peut-être qu'il y a eu un problème, on ne sait pas trop. Et en fait, sans tracing distribué, on se retrouve un peu obligé d'aller investiguer les logs de tous les services un par un et de se dire, bon, ok, c'était pas là, par élimination, jusqu'à ce qu'on trouve vraiment la cause de notre problème, alors qu'un tracing distribué, ça nous permettrait d'avoir une vue d'ensemble de toute l'opération et d'avoir, on va dire, le span où le problème a eu lieu. Et donc là, aujourd'hui, OpenTelemetry, la recommandation, c'est laisser les cascadeurs professionnels faire leur travail. Ce sera les auto-instrumentations qui se chargeront de la propagation. Moi, je me dis, chouette, j'ai rien à faire du coup. Pas tout à fait. En tout cas, ça s'est beaucoup amélioré. C'est vrai qu'au moment où j'ai postulé pour le CFP, j'avais le souvenir un peu de la galère que ça avait été à l'époque. Donc, je m'apprêtais à faire un Rex peut-être un petit peu plus salé que prévu. Mais ça s'est beaucoup amélioré quand même. Mais par exemple, c'est vrai que tout est encore en cours de développement. Et nous, au moment où on avait implémenté, par exemple, on avait besoin de pouvoir propager notre contexte via des messages SQS. Et à l'époque, c'était pas encore supporté. En fait, on supportait surtout la propagation via des headers HTTP, parce que tout ça avait quand même été pensé plus pour une architecture microservice où tous les services communiquent en HTTP directement. Et donc, on s'était retrouvés à faire les choses un petit peu à la main. Du coup, dans un monde, pas idéal parce que je me tape tout le boulot, mais dans un monde quand même pas si mal, j'aimerais bien avoir mon système de décorateur encore et de pouvoir dire, je sais exactement dans mon code à quels endroits je communique avec d'autres composants. J'aimerais bien pouvoir mettre juste un décorateur qui se charge de dire, OK, c'est là qu'on envoie le contexte à l'autre composant, et côté réception, c'est là qu'on reçoit, ce sera à cet endroit-là qu'on recevra le contexte et qu'on le définira comme contexte de référence pour la suite. Donc ça, on peut le faire. Parce qu'entre-temps, OpenTelemetry a mis en place des interfaces qu'on pouvait implémenter, notamment une interface un peu générique qui s'appelle TextMapPropagator. Et en fait, l'idée, c'est d'implémenter juste deux fonctions, une fonction inject et une fonction extract pour injecter et extraire le contexte. Et donc tout ça, en fait, c'est dépendant de notre carrier, de notre transporteur, en fait. Concrètement, qui va transporter le contexte? Est-ce que ça va être une requête HTTP? Est-ce que ça va être un message SQS? C'est ici que ça va se définir. Et en fonction de ça, on va aussi définir, si besoin, des setters et des getters qui vont expliquer en fait comment sérialiser et comment désérialiser mon contexte. Donc, par exemple, pour SQS, on avait mis ça, on avait le corps du message, et on a aussi des attributs. Et du coup, c'était dans les attributs où on s'est dit, OK, c'est là qu'on va injecter notre contexte. Et au moment de le récupérer, c'est juste aller récupérer la clé nécessaire. Donc voilà, c'est ici qu'on en est aujourd'hui. Donc si on devait un peu résumer notre cheminement sur toute la partie tracing, nous on a pu constater quand même une belle évolution du standard et des features proposées depuis 2021. Donc normalement, si vous démarrez maintenant, c'est moins compliqué que ça ne l'était il y a 2 ans. Et beaucoup de choses qui se sont stabilisées. Les métriques sont stables maintenant en JS, donc ça c'est chouette aussi. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de choses qui sont en développement, qui sont en alpha, en bêta, et qui sont hyper prometteuses, mais
je sais pas trop ce que ça va donner. Et notamment un truc que moi j'attends avec impatience, qui nous permettra d'aller plus loin dans la customisation des spans. Et c'est le collecteur OpenTelemetry. En fait, là dans ce que j'ai présenté, on définit directement un exporteur et on lui dit, dans la code base, on lui dit ok, c'est à cet endroit que tu vas envoyer les traces. Mais on pourrait aussi avoir ce composant intermédiaire qui est un peu en sidecar et qui s'appelle le collecteur. Et en fait, c'est pour dire, on n'envoie pas directement à notre backend, on va passer par ce collecteur et on va pouvoir traiter les spans un peu plus finement. Par exemple, on va pouvoir dire, je sais pas, sur tous mes spans, j'ai envie de rajouter les informations qui sont propres à la machine sur laquelle le code est exécuté. Peut-être que j'ai envie d'avoir des infos sur le processeur, peut-être que j'ai envie d'avoir l'ID l'ID, le hostname, peu importe. Et j'ai pas envie de me préoccuper de ça dans ma code base, mais c'est pas grave, je peux m'en préoccuper dans le collecteur qui, lui, peut aussi avoir accès à ces informations. Et donc ça permet d'enrichir un peu plus sans avoir à polluer à injecter dans la code base des choses qui ne sont pas vraiment propres au code métier, on va dire. Voilà, je crois qu'il nous reste un petit peu de temps pour les questions. Et c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'aurais deux petites questions. La première, c'est combien de temps vous avez mis pour implémenter tout ce qui était tracing personnalisé au sein de votre application? Et grosso modo, quel pourcentage en fait, de la partie de la code base vous avez réussi à couvrir dans ce temps-là? Et deuxièmement, est-ce que ça a été compliqué de convaincre vos collègues de contribuer à ça et de justement vous aider dans cette tâche pour couvrir en fait, le maximum de fonctionnalités? Alors, pour répondre à la première question, c'était combien de temps ça nous a pris. Alors, on n'était pas beaucoup sur le projet. On a eu toute une partie, on va dire, un peu exploration. On était 3 et après, j'ai eu une période où je me suis majoritairement concentrée sur l'implémentation et ça a pris à peu près 2-3 mois parce qu'il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup de tâtonnements et on a mis le projet un peu en pause pendant un moment et en fait il y a eu beaucoup d'allers-retours justement parce qu'on avait commencé avec cette idée de décorateur et on se disait trop génial en fait et moi, au début, j'étais un peu junior à l'époque et je me disais, si j'arrive pas à gérer mon histoire de ce que je gérais avec les événements Node, peut-être que j'y arriverai avec une méthode complètement différente. Et donc, dans un premier temps, on a vraiment abandonné l'idée des décorateurs et on est parti sur le fait de dire le traceur, ce sera une dépendance qu'on va injecter dans nos classes et qui va. Donc, c'était d'une façon un peu plus alambiquée. Donc beaucoup d'allers-retours. Et là, très récemment, il y a 2-3 mois, on s'est repenché sur le sujet. Et c'est là d'ailleurs que j'ai pu embarquer certains autres de mes collègues qui n'étaient pas forcément intéressés par toute la partie tracing, visualisation, parce qu'ils étaient peut-être plus intéressés par des questions d'architecture. Et en fait, juste le fait de voir le résultat à la fin, ça a réussi, je pense, à les convaincre, en fait, de se dire j'ai la possibilité de visualiser la performance de mes fonctions d'un coup d'œil, en fait. Ça, je pense que ça a été vraiment ce qui a achevé de convaincre l'équipe. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous avez pris en compte dans le choix d'OpenTelemetry pour le tracing la promesse qui est de pouvoir faire de la corrélation avec les métriques et les logs, ou si c'était vraiment juste un use case tracing. Et auquel cas, pourquoi vous tournez vers OpenTelemetry et pas des solutions peut-être un peu plus matures pour le tracing? Alors effectivement, on a décidé de partir sur OpenTelemetry. Effectivement aussi pour la promesse qu'il y avait derrière, l'idée de se dire on a vraiment une technologie qui s'occupe de
du tracing, des métriques, des logs. Après, ça a été vraiment plus... on va dire que voilà, on a pris ce pari sur le long terme, mais qu'à très court terme, on avait quand même besoin d'avoir cette visibilité vraiment au niveau du tracing en particulier. On s'est dit après, ce sera bien pour étendre aux métriques et aux logs, mais c'est quand même oui, le tracing qui a motivé... Je refais. Ouais, en gros, on aime bien cette idée du standard et de pouvoir avoir une techno pour tout faire, même si c'était le tracing notre priorité au début. Bonjour. J'avais juste une question parce que là, vous êtes parti d'un cas d'usage que vous avez rencontré en production. Est-ce que depuis que vous avez mis en place OpenTelemetry, ça vous a permis d'éviter ce genre de choses? Est-ce que vous avez un peu un retour? Alors, je dirais oui et non, dans le sens où on n'a pas fini notre implémentation et que, par exemple, l'état de notre implémentation actuelle ne nous permet pas de couvrir des choses qui sont en dehors de notre application et de tous les services. Donc toute la partie, le service de redémarrage pour le déploiement, tout ça, ça fait pas partie des choses qu'on couvre avec OpenTelemetry pour le moment. Mais ça nous a vraiment aidé en termes de debug, en fait, pour certains cas qui nous étaient remontés, de problèmes de rendu qui nous étaient remontés par le support. Ça nous a permis de visualiser beaucoup plus vite, en fait, d'isoler beaucoup plus vite les problèmes. Et ça nous a permis aussi de détecter vraiment nos problèmes de performance, en fait, tous les bottlenecks qu'on pouvait avoir. C'était quelque chose qu'on n'arrivait pas vraiment à visualiser avant. En fait, on avait parfois quelques utilisateurs qui nous parlaient de ralentissement, mais sans pouvoir mettre des mots très concrets sur oui, c'est beaucoup plus lent, hein, pas trop lent, juste un ressenti. Et là, le tracing, ça nous a vraiment permis d'avoir des données chiffrées, de pouvoir dire, OK, effectivement, dans ce cas précis, ça a pris beaucoup plus de temps, et ça a pris beaucoup plus de temps à cause de l'opération A, B, C. Pour le moment, c'est vraiment en ça que ça nous aide. Je me demandais s'il y avait potentiellement un lien avec le BPF et un travail qui serait un peu plus léger sur l'intégration et qui serait plus automatique en utilisant le BPS plutôt que d'intégrer directement dans la codebase des éléments en plus OpenTelemetry. Alors, effectivement, je suis allée au talk sur le BPF ce matin, du coup, je découvre un peu. Donc, je suis pas du tout calée sur ce côté-là. Là où instrumenter la codebase, ça nous aide, et où je ne sais pas à quel point ce serait faisable avec quelque chose de plus bas niveau comme eBPF, c'est qu'on a vraiment la possibilité de tracer des appels de fonctions, en fait, de pouvoir dire OK, moi j'ai telle partie qui m'a pris 30 secondes, et dans ces 30 secondes, j'ai eu une requête qui était censée me prendre 100 millisecondes et qui m'en a pris 5. Vraiment d'avoir ce détail plus fonctionnel et peut-être qui est plus parlant pour des développeurs, des développeuses. Parce que nous, en fait, on est une petite équipe aussi, donc on essaye d'avoir des outils et des visualisations qui sont, on va dire, un peu parlants pour toute l'équipe, peu importe si on a un profil un peu plus front-end peut-être, et un peu moins dans toutes ces histoires d'infra et de perf, par exemple. Oui, bonjour. Vous avez... ici. Merci. Oui, pas de souci. Vous avez évoqué à un moment les coûts cachés du tracing. Je suppose qu'à un moment, vous avez dû regarder un petit peu du côté du rate limiting et combien de traces on se permet de produire. Et je serais curieux de savoir, justement, qu'est-ce que vous avez choisi de faire pour votre production. Est-ce que vous tracez 10% des requêtes, 50% ? Et est-ce que vous êtes tombé dans ce moment, justement, où vous disiez « Merde, j'aurais voulu avoir un peu plus de traces, mais je ne peux pas à cause du coût ».
Alors oui, on l'a... Mais on n'est pas vraiment parti sur une stratégie d'échantillonnage et de dire je trace tout, mais une fois sur 10. On est plus parti sur la sélection de ce qu'on trace. En fait, ce qu'on trace, on le trace tout le temps, mais on ne trace pas tout. Par exemple, on traçait tout ce qui était les call API pour AWS. Et en fait, ça, par défaut, ça nous crée un span pour le call API et 3 spans pour tout ce qui se passe sous le capot, donc tout ce qui va être HTTP, DNS, TLS. Et ça, on a accepté de faire ce compromis, de se dire, bon, toute la partie DNS, la partie TLS, ça ne va pas nous intéresser autant que tout le reste, ce n'était pas notre priorité. Et voilà, ça fait partie un peu des sacrifices où on s'est dit, on est prêt à faire ces sacrifices pour envoyer 4 fois moins d'événements à chaque fois qu'on fait un call. Est-ce que vous aviez eu une première expérience tracing avant OpenTelemetry avec d'autres projets non open source? Est-ce que c'est la première fois que vous étiez confronté au tracing, ou est-ce que c'est une expérience de migration aussi pour passer sur quelque chose de plus indépendant? Alors non, ça a été notre première expérience de tracing, et c'est ce qui a fait aussi que ça a pris autant de temps. Voilà, c'est qu'on on s'est un peu retrouvés à explorer et à découvrir tout ça, ce qui n'était pas forcément notre cœur de métier non plus côté dev. Mais voilà, c'est pour ça que ça a pris aussi un peu de temps. Merci beaucoup.